Tout a commencé, comme c'est souvent le cas, de manière tout à fait inattendue. Je n'étais qu'un pauvre type ordinaire qui avait perdu tout ce qu'il y avait à perdre. Si vous n'avez jamais vécu dans la rue, vous ne vous rendez probablement pas compte de ce que c'est. Les rues de Tokyo ne sont belles que pour les touristes, mais pour les gens comme moi, c'est le froid sans fin, l'odeur des ordures et l'indifférence des passants. J'ai vécu à la gare de Shinjuku comme beaucoup d'autres. Jour après jour, j'ai lutté pour un morceau de pain, pour une place sous un auvent où la pluie ne ruisselle pas, juste pour survivre jusqu'au matin. Le jour où ces hommes sont venus me voir, je me suis assise contre le mur, les bras autour des genoux, pour essayer de me réchauffer. C'était une nuit étonnamment calme et j'avais tellement faim que je ne pensais même plus à manger. La faim s'était transformée en une sorte d'engourdissement. C'est alors que je l'ai vu, un homme vêtu d'un costume coûteux qui semblait être arrivé par hasard d'un monde où les gens conduisaient dans des limousines et dînaient dans des restaurants. Il s'est arrêté devant moi, s'est penché et a souri. « Vous avez l'air d'avoir besoin d'une chance de repartir à zéro », a-t-il dit. Sa voix était calme, comme quelqu'un qui est sûr que vous allez accepter son offre. Il m'a tendu une carte de visite. Sur cette carte de visite, il n'y avait qu'un numéro de téléphone et un symbole étrange, un carré rouge. Je ne voulais pas la prendre, mais mes mains l'ont attrapée, et même si j'étais trop fatigué pour penser aux conséquences, les mots de l'homme sont restés dans ma tête. « Demain à minuit », a-t-il ajouté, comme s'il était sûr que je serais là, à l'entrée principale de la gare, et il est parti. J'ai hésité longtemps. Le bon sens me soufflait qu'il s'agissait peut-être d'un piège, mais la faim, la fatigue et le désespoir ont eu raison de tous mes doutes. Le lendemain, j'ai fait quelque chose que je n'aurais probablement pas dû faire. J'ai composé le numéro figurant sur la carte de visite. La réponse a été brève. Confirmation de la carte de visite. Venez. À l'heure prévue, je suis resté devant la gare. Un minibus noir s'est arrêté à minuit pile, comme prévu. Le chauffeur, un homme portant un masque rouge, a vérifié ma carte. Pendant une seconde, j'ai vu ses yeux derrière les fentes du masque. Froid, impassible. Il a hoché la tête et la porte du bus s'est ouverte. Les gens étaient déjà assis à l'intérieur. Tout le monde était silencieux, regardant le sol ou la fenêtre, mais pas les uns les autres. J'ai compris que nous avions été rassemblés ici pour une raison précise. Nous avons été conduits dans un bâtiment abandonné. Là, nous avons été accueillis par des personnes en combinaison rouge, dont les visages étaient cachés par des masques aux formes géométriques, cercles, triangles et carrés. Ils nous ont donné des combinaisons vertes identiques portant des numéros. J'ai reçu le numéro 046. Ensuite, nous avons été conduits dans un immense hall. Le sol était carrelé, chaque carré ayant la taille d'une marche. De l'autre côté de la pièce se tenait une poupée géante au visage de bébé. Son regard était vide, mais étrange, comme si elle regardait directement dans votre âme. Une voix provenant d'un haut-parleur annonçait « Bienvenue, bienvenue. Vous avez devant vous votre première épreuve. Les règles sont simples. Bougez quand la poupée se détourne. Arrêtez-vous quand elle vous regarde. Quiconque ne parvient pas à franchir la ligne en 5 minutes sera éliminé. » Ce mot, « éliminé », semblait être plus qu'une disqualification. La poupée a tourné le dos et nous avons commencé à avancer. Je fis le premier pas, puis le second. Tout le monde autour de moi avançait aussi vite que possible, mais j'ai remarqué que la poupée s'était soudain retournée. Un coup de feu retentit. Je me suis figé. L'homme à ma gauche est tombé sur le sol, du sang coulant de sa poitrine. Les gens ont crié et se sont mis à se débattre, mais quelques coups de feu supplémentaires les ont arrêtés. La poupée s'est à nouveau détournée et nous avons continué à avancer. Mais les pas étaient désormais hésitants, tremblants. Chaque mouvement était comme une lutte contre la peur. Mon cœur battait si fort que je pensais que la poupée pouvait l'entendre.
Quelques de mètres nous séparaient de la ligne d'arrivée lorsque j'ai entendu un autre coup de feu. Je ne me suis pas retourné. Si je m'étais retourné, je serais resté figé sur place. Lorsque le temps s'est écoulé, il ne restait plus que 30 des 50 participants. Les autres étaient allongés sur le sol. Leur corps commençait déjà à être enlevé par des hommes en costume rouge. Personne n'a rien dit. Nous regardions en silence, réalisant que nous étions pris dans un cauchemar dont nous ne pouvions nous échapper. Après la première épreuve, je n'arrivais pas à reprendre mes esprits. Nous sommes retournés en silence dans la chambre où se trouvaient nos lits. Il n'y avait pas de fenêtre et nous ne savions pas combien de temps s'était écoulé. Nous avions l'impression d'être complètement coupés du monde réel. Les gens autour de moi ressemblaient à des morts vivants, effrayés, épuisés et le regard vide. Personne ne voulait parler de ce qui s'était passé. Chacun était plongé dans ses propres pensées, essayant de comprendre comment il avait réussi à survivre et si le jeu en valait la peine. Au bout d'un moment, les portes s'ouvrirent à nouveau et nous fûmes conduits dans une nouvelle salle. Cette fois, il s'agissait d'une salle immense, haute de plafond, éclairée par une lumière froide et brillante. Au centre de la pièce se trouvait un pont de dalles de verre qui s'étendait au-dessus d'un abîme. Au-dessous de nous, c'était l'obscurité, sans fin et effrayante. Personne ne savait ce qu'il y avait en bas, mais personne ne voulait y tomber. La voix est revenue d'en haut. Deuxième défi, traverser le pont. Vous avez 10 minutes. Certaines dalles supporteront le poids d'un homme, d'autres non. Faites votre choix. Ces mots ont fait l'effet d'une douche froide. Nous avons été répartis en petites groupes. Mon cœur battait frénétiquement en regardant le pont. Personne ne voulait être le premier. Mais nous ne pouvions pas attendre. L'heure tournait. Le premier concurrent fait un pas. La dalle en dessous de lui a tenu bon, et il a fait un autre pas. Mais à la troisième dalle, il tomba. Son cri résonna dans la salle jusqu'à ce qu'il disparaisse dans le vide effrayant. C'était un signal pour les autres. Le pont était mortel. Chaque pas est un pari. Certains essayaient de marcher prudemment, testant la dalle avec leurs pieds. D'autres essayaient d'aller vite, espérant que la chance soit de leur côté. Mais la chance est un invité rare. À chaque chute, il devient de plus en plus difficile d'avancer. Les gens commencent à paniquer, essayant de se contourner les uns et les autres, mais cela ne fait qu'augmenter les pertes. Un homme, en essayant d'avancer, a poussé une femme qui est tombée à son tour dans l'abîme. Nous n'avons même pas pu réaliser ce qui s'était passé, tellement tout s'est déroulé rapidement. Lorsque mon tour est arrivé, je ne sentais plus mes jambes. Chaque dalle sous moi me paraissait dangereuse. Mon esprit criait « Arrêtez ! Ne bouge pas !» Mais j'ai continué à avancer, en essayant de ne pas regarder en bas. Une dalle s'est fissurée sous moi et j'ai senti le sol se dérober sous mes pieds. Mais j'ai réussi à faire un bond en avant à temps, ce qui m'a sauvé la vie. Lorsque j'ai atteint l'autre côté, je n'avais plus de force. Je suis tombé sur le sol, aspirant goulûment de l'air. Des 30 participants à cette épreuve, il n'en restait plus que 14. 14 personnes qui avaient miraculeusement échappé à la mort. Nous avons à peine eu le temps de reprendre notre souffle qu'on nous appelait à nouveau. Cette fois, l'épreuve fut plus intime, si je puis dire. Nous avons été conduits dans une petite pièce où chaque participant s'est vu remettre une boîte. La boîte contenait une aiguille et un petit sac en plastique étiqueté « Échantillon ». Les instructions étaient simples, mais terrifiantes. Dans ce défi, vous devez extraire du sang de votre propre poitrine et remplir le sac. Vous avez 5 minutes pour réaliser l'opération. Ceux qui échouent seront éliminés. Ces mots ont touché quelque chose de profond en moi. La peur, la douleur, l'impuissance se sont mélangés dans ma tête. J'ai pris l'aiguille, mes mains tremblantes cherchant l'endroit près de mon cœur. Beaucoup ont crié, d'autres ont pleuré, incapables de toucher leur corps. Certains ne pouvaient même pas le supporter.
Un homme s'est mis à hurler de façon hystérique, a laissé tomber la seringue et s'est précipité vers la sortie. Les hommes en costume rouge l'ont abattu sur le champ, sans lui laisser la moindre chance de s'échapper. C'était un signal froid et clair. Il n'y aurait pas de pitié ici. J'ai fermé les yeux et en serrant les dents, j'ai enfoncé l'aiguille dans ma poitrine. La douleur était si intense que j'ai failli m'évanouir, mais la peur de la mort m'a fait avancer. À chaque goutte de sang, je sentais que je perdais des forces, mais je ne pouvais pas m'arrêter. Lorsque j'ai terminé, le temps était écoulé. Ceux qui n'ont pas réussi sont restés allongés sur leur chaise, le visage pâle et le sac encore vide. Sur les 14 candidats, il n'en reste plus que 8. 4e épreuve, le labyrinthe de la peur. Nous sommes épuisés, mais cela n'arrête pas les organisateurs. Cette fois, ils nous envoient mis dans un labyrinthe. Une voix a dit « Tout le monde doit trouver la sortie. Tout le monde doit trouver une sortie. » Le labyrinthe est rempli de pièges. Durée, 30 minutes. Le labyrinthe était sombre, froid et rempli de bruits qui me glacèrent le sang. Chaque pas ressemblait à un piège et chaque virage à un jugement. Quelque part devant moi, j'ai entendu des cris. Les gens marchaient sur quelque chose qui provoquait des explosions momentanées. Les cris ont été remplacés par le silence et j'ai continué à avancer en essayant de ne pas regarder en arrière. Un membre du groupe a perdu le contrôle et s'est mis à hurler, se débattant dans les couloirs. C'était sa dernière erreur. Je n'ai pas vu ce qui lui est arrivé, mais je l'ai entendu. Je l'ai trop bien entendu. J'avais l'impression de manquer de temps quand j'ai enfin aperçu une faible lumière. C'était la sortie. J'ai couru à l'extérieur, sentant la faiblesse raidir mon corps. Sur 8 personnes, seuls 3 ont survécu. Les 3 concurrents restants ont été conduits dans un espace ouvert. L'endroit ressemblait à une arène, avec de hauts murs nous entourant de tous les côtés, et seulement l'obscurité au-dessus de nos têtes. Au centre de la zone se trouvaient donc 3 tables, sur chacune desquelles était posé un couteau, petit, brillant, mais doté d'une lame intimidante et tranchante. La simplicité de cette arme ne faisait qu'ajouter au sentiment de désespoir. Nous avons été obligés de nous approcher et de prendre chacun un couteau. Je ne voulais pas le faire, mais les combinaisons rouges qui se tenaient silencieusement autour du périmètre laissaient entendre que le refus était synonyme de mort. La voix d'en haut s'est à nouveau fait entendre, froide et indifférente, comme si elle s'adressait non pas à des personnes vivantes, mais à des marionnettes. L'épreuve finale. Un seul survivra. Les règles sont simples. Soit vous tuez, soit vous êtes tué. Il n'y a pas de limite de temps. La décision vous appartient. Ces mots ont été comme un coup de poing sous mes pieds. Personne ne bougea. Nous sommes restés en silence, nous regardant les uns les autres. Je pouvais lire la même peur dans les yeux de mes adversaires que dans les miens. Une fille nommée Yumi, l'une des survivantes, semblait particulièrement effrayée. Ses mains tremblaient tellement que son couteau a failli tomber par terre. L'autre homme, qui s'appelait Hiro, essayait de paraître calme, mais sa respiration haletante et ses yeux fuyants trahissaient sa panique. Je suis resté là, incapable d'accepter ce que j'étais sur le point de faire. Je n'avais qu'une idée en tête. Pourquoi ? Pourquoi nous forcent-ils à devenir des tueurs ? N'avons-nous pas fait nos preuves ? Allons, murmura Hiro, la voix tremblante. On peut peut-être trouver quelque chose ? Nous pouvons... Sa phrase fut interrompue lorsque Yumi poussa un cri soudain et recula d'un pas. Elle leva le couteau, le tenant devant elle de ses mains tremblantes. Son visage est devenu blanc comme de la craie et je me suis rendu compte qu'elle était à bout de nerfs, elle aussi. « N'avancez pas !» a-t-elle crié. « Je ne veux pas, mais je ne vais pas mourir ici !» C'est alors que Hiro bougea, rapidement, résolument. Il s'élança vers Yumi
Le couteau à la main, son mouvement était sans réflexion, comme si l'instinct prenait le dessus. Elle tenta d'esquiver, mais le couteau s'enfonça profondément dans son flanc. Son cri traversa l'air. Ce n'était pas seulement un cri de douleur, c'était un cri de désespoir, un pressentiment de la fin. Elle est tombée à genoux et du sang a commencé à couler sur le sol en béton. J'ai vu Héros, couvert de sang, respirant bruyamment, les mains tremblantes. Il recula d'un pas, comme s'il réalisait qu'il venait de tuer un homme. Yumi essaya de dire quelque chose, mais du sang coulait de sa bouche, et après quelques instants, elle se tut, s'effondrant sur le sol. Hiro s'est tourné vers moi. Nos regards se sont croisés, et j'ai compris que je devais agir maintenant. Ce n'était pas un choix, c'était une nécessité. Il fit un pas vers moi, serrant toujours le couteau, mais ses mouvements ont été ralentis, comme si le poids du meurtre qu'il avait commis commençait à l'étouffer. Je m'élançai sans réfléchir, sans me donner le temps de douter. Le couteau que j'avais dans la main s'est enfoncé directement dans sa poitrine. Il a crié, ses yeux se sont écarquillés et il m'a regardé avec surprise, comme s'il n'arrivait pas à croire que c'était arrivé. J'ai senti son corps devenir mou et il est tombé à genoux. Ses lèvres tremblaient et il a essayé de dire quelque chose, mais au lieu de mots, c'est du sang qui sortait de sa bouche. J'ai lâché le couteau et il s'est effondré sur le sol, ne donnant plus aucun signe de vie. Je me tenais au milieu de l'arène, éclaboussé de sang, respirant bruyamment. Il n'y avait plus personne dans l'arène. Il n'y avait que moi, les 2 cadavres et les hommes en costume rouge qui m'observaient. La voix d'en haut se fit entendre à nouveau. « Félicitations, vous êtes le vainqueur. » Mais cela ne ressemblait pas à des félicitations. On aurait dit un jugement. À la fin, je n'ai plus rien senti. Même la douleur dans mon corps, la peur, les tremblements, tout avait disparu, ne laissant que le vide. Mais les jambes semblaient y bouger toutes malites seules, jusqu'à ce que les hommes en costume rouge me fassent sortir de l'arène. Tout ce qui m'entourait était flou, comme dans un rêve. J'ai vu les corps de Yumi et de Hiro gisant sur le béton froid, mais je ne pouvais pas les regarder. J'avais l'impression que si je me retournais, leur visage me regarderait, m'accusant, me maudissant. On m'a conduit dans un long couloir. Les hommes en costume rouge étaient mis silencieux, comme s'ils n'existaient pas du tout, à l'exception de cette fonction muette, garder, guider, obéir. Au bout du couloir, il y avait une porte. En l'ouvrant, je me suis retrouvé dans une petite pièce. Il y avait une table recouverte de bois, sombre, et derrière elle était assis un homme. J'ai tout de suite reconnu son visage. C'était le même homme qui m'avait donné sa carte le soir à la gare. Il avait exactement la même apparence que ce jour-là. Un costume parfaitement repassé, un sourire calme, un regard qui pénétrait directement dans mon âme. Ce n'est que maintenant que je sais que sous cette politesse extérieure se cache quelque chose de monstrueux. « Asseyez-vous » dit-il en désignant la chaise en face de moi. Je m'assis, sentant mes jambes trembler. C'était le chaos à l'intérieur de moi. Mon cœur battait à tout rompre, et la seule question qui me venait à l'esprit était « Pourquoi tout cela ?» Il croisa les mains sur la table et me regarda avec l'expression d'un professeur qui s'apprête à féliciter son élève. « Tu as réussi » dit-il, comme s'il me félicitait d'avoir passé un examen. « Tu as gagné, tu as prouvé que tu méritais la vie. Où est mon prix ?» J'ai finalement réussi à l'exprimer. Ma voix était rauque, comme si j'étais restée longtemps silencieuse. Il a souri. Ce n'était pas un sourire de joie, mais un geste froid, presque moqueur. « Un prix? Tu ne te rends pas compte? Ton prix, c'est la survie. Vous êtes en vie. N'est-ce pas suffisant ?» Ces mots m'ont fait l'effet d'une gifle. Je n'arrivais toujours pas à croire que pour tout ce que j'avais vécu, on ne m'offrait que la vie. Qu'est-ce qu'une vie quand on a failli perdre son âme? Mais de l'argent? La liberté? J'ai essayé de parler,
mais chaque question semblait de plus en plus faible, comme si je savais que la réponse ne me satisferait pas. « L'argent » répéta-t-il avec un léger rire, comme si je venais de dire quelque chose de ridicule. « L'argent, c'est pour les faibles, ceux qui sont morts pour l'avoir. Et toi, tu es l'élu. Tu es celui qui a prouvé que tu pouvais faire plus. Maintenant, tu fais partie de quelque chose de plus grand. »« Quoi ?» demandai-je, sentant une peur glaciale m'envahir. Il s'est adossé à sa chaise et a pointé du doigt le mur derrière moi. Un miroir y était accroché. Non, pas un miroir, une vitre sans teint. Derrière, je voyais des gens en costume rouge qui nous regardaient, le visage caché par des masques aux formes géométriques. Mais un homme sans masque se distinguait parmi eux. C'était moi. Mon propre regard a croisé le mien à travers la vitre. Il n'y avait pas de peur dans les yeux de ce reflet. C'était un autre moi, froid, impassible, comme si je m'étais déjà transformé en l'une des créatures qui dirigeaient ce jeu. « Tu es l'un des nôtres maintenant, » dit l'homme. Sa voix était calme, mais elle devenait de plus en plus inquiétante. « Vous n'êtes pas seulement un gagnant, tu es le nouvel organisateur. » J'ai senti un poids peser sur mes épaules. Ces mots ressemblaient à un jugement. On m'entraînait dans quelque chose que je n'avais jamais voulu faire. Mon nouveau travail consistait à trouver des gens comme moi et à les amener ici, dans cet enfer. Je devais devenir quelqu'un qui piégerait les autres comme j'avais été piégé autrefois. « C'est impossible, » marmonnai-je, mais son regard arrêta mes protestations. « Tu n'as pas le choix, » répondit-il doucement. « Tu crois qu'on va t'abandonner? Tu en sais trop. Tu as vu des choses que personne en dehors de ce jeu ne devrait connaître. Tu peux t'enfuir, mais nous te retrouverons. Tu peux refuser, mais nous savons comment te faire revenir. » Je voulais crier, mais je ne pouvais pas. Tout ce que j'avais vécu, c'était pour rester piégé à jamais. Ma survie ne fut pas une victoire, mais une malédiction. Je suis retourné dans le monde réel, si l'on peut même parler de retour. J'ai été libéré, mais un nœud coulant invisible était déjà accroché à moi. Je pouvais marcher, respirer, vivre parmi les gens, mais la liberté était une illusion. Ils ont dit que j'étais l'un d'entre eux maintenant, un organisateur. Et ma première tâche a été de trouver de nouveaux joueurs. Au début, je n'ai pas compris comment c'était possible. Je ne pouvais pas me résoudre à entraîner qui que ce soit dans ce cauchemar. Mais ils avaient leur méthode. Ils ne m'ont pas simplement laissé partir. Ils ont surveillé chacun de mes mouvements. Sur mon téléphone, sur mon ordinateur, sur chaque appareil, ils savaient tout ce que je faisais. Et ils ne m'ont pas laissé le choix. Le premier avertissement est arrivé 1 semaine après mon retour. Une petite enveloppe a été soigneusement glissée sous la porte de ma chambre. À l'intérieur se trouvait une photo de ma petite sœur que je n'avais pas vue depuis des années. Au dos, un petit texte. « Tu sais ce qu'il faut faire. » Il l'avait retrouvée. Elle ne savait rien. Elle vivait sa vie quelque part à Osaki. Et je savais maintenant que toute désobéissance de ma part pouvait lui coûter la vie. Je voulais me battre, m'enfuir, aller voir la police. Mais j'ai vu de quoi ils étaient capables. Ils avaient tout, l'argent, les relations, les ressources. Personne ne me croirait même si je leur disais. La première mission a été la plus difficile. Je devais retourner à la gare de Shinjuku, où j'avais été retrouvé. Là, je devais chercher des gens qui me ressemblaient, des sans-abri, désespérés, affamés, ceux qui n'avaient non plus d'espoir. Je suis resté longtemps debout, caché dans l'ombre, à observer les gens assis sur le trottoir froid. Mon regard est tombé sur un jeune homme d'environ 25 ans. Il était assis, recroquevillé contre le mur. Son visage était fatigué, ses mains tremblaient, il tenait à peine debout. Je me suis souvenu de moi. C'était moi, il y a quelques semaines. Je me suis approché de lui et les mots sont sortis de ma bouche. « Voulez-vous avoir la chance de changer votre vie ?» Il a levé les yeux vers moi. Il y avait tout dans ses yeux. La douleur, l'espoir, le désespoir.
Il a hoché lentement la tête. Je lui ai tendu une carte de visite avec un carré rouge, comme on me l'avait tendu autrefois. Demain, à minuit. C'est la même chose ici. Et je me suis éloigné, sentant quelque chose se briser en moi. Chaque pas me faisait l'effet d'une lourde douleur dans la poitrine. Je faisais partie d'une machine que je détestais. Au début, j'ai pensé que je pourrais simplement disparaître, mettre fin à tout cela, partir, abandonner la ville, me cacher. Mais ils avaient une longueur d'avance. Chaque semaine, je trouvais des enveloppes, des photos de personnes que j'aimais, des adresses que je ne dirais à personne, des menaces écrites dans des phrases froides et sans pitié. Au bout de quelques mois, j'ai cessé de me battre. J'ai attiré de nouvelles personnes dans le jeu comme un automate. Je savais que cela faisait de moi un monstre, mais ils trouvaient toujours le moyen de me rappeler que je ne pouvais pas en sortir. Parfois, je découvrais ce qui était arrivé aux personnes que j'avais trouvées. L'un d'entre eux, un vieil homme que j'avais attiré, a été l'un des premiers à mourir. Son visage apparaissait sur la vidéo qu'ils m'ont envoyée. La caméra le montrait s'effondrant dans le vide sur le pont de verre. Je ne pouvais pas la regarder, mais ils m'y ont obligé. Chaque nouveau visage est devenu un poids de plus sur ma conscience. J'ai cessé de regarder les gens dans les yeux. J'ai cessé de les voir en tant qu'individus. Il était plus facile pour moi de les voir simplement comme des numéros. Des numéros. Comme nous lorsque nous étions des participants. Mais le pire est arrivé plus tard. Au bout d'1 an, on m'a intégré à un groupe d'observateurs. Désormais, je ne cherchais plus seulement des joueurs, mais je les regardais passer les épreuves. Ils m'amenaient au jeu, me plaçaient dans une pièce privée, devant un écran géant qui diffusait toutes les horreurs que j'avais déjà vues. J'étais assis et je regardais les gens mourir. Comment ils se battaient pour la vie, comment ils la perdaient sans. Chaque épreuve était encore plus effrayante que celle que j'avais déjà vécue. L'une des nouvelles épreuves s'appelait le puits. Les participants étaient invités à faire descendre un autre joueur dans un puits profond pour avoir une chance d'aller plus loin eux-mêmes. Ceux qui refusaient étaient eux-mêmes victimisés. J'ai regardé cela et j'ai senti que quelque chose me rongeait de l'intérieur. Je ne savais plus qui j'étais. Il ne restait de moi qu'une coquille vide qui suivait les ordres. Je ne sais pas pourquoi j'écris ceci. Peut-être parce que je n'ai nulle part où parler, ou parce que j'espère que quelqu'un trouvera un moyen d'y mettre fin. Mais honnêtement, je pense que c'est inutile. Ces gens ne sont pas seulement de riches pervers ou des meurtriers. Ils sont plus que cela. Ils existent en dehors de la loi, en dehors du système que nous connaissons. Et ils ont toujours une longueur d'avance. J'écris ceci parce que je sais que quelqu'un d'autre prendra bientôt ma place. Je les vois déjà chercher mon remplaçant. Peut-être qu'on m'enlèvera comme on enlève les pièces inutiles. Peut-être me fera-t-on repasser le même jeu pour voir si je suis toujours digne. Mais si jamais vous voyez une personne vous tendre une carte de visite avec un carré rouge dessus, ne la prenez pas. Courez. Courez aussi vite que vous le pouvez. Parce qu'une fois que vous êtes dans ce jeu, vous n'en reviendrez jamais.